est bien posée et on voit qu'il y a une bonne approche terminologique des composantes de notre débat, c'est-à-dire culture et développement durable. Voilà, donc c'est très bien campé, vous l'avez si bien dit, que véritablement le développement durable, on pourrait la résumer en ne pas passant à Saint-Exupéry. Voilà, le monde, a-t-il dit, nous ne l'avons pas hérité de nos parents, mais nous l'avons emprunté à nos enfants. Donc il faut le rendre quelque chose. Et maintenant, la problématique, c'est de voir comment est-ce que la culture peut participer vraiment à la préservation de ces données, de cette planète, pour qu'on se retrouve avec un monde pour les générations futures où il ne se serait pas perdu quand on voit aujourd'hui que la globalisation et la mondialisation tend à uniformiser le monde, alors qu'on sait que, comme avait toujours ajouté cet écrivain qu'on adore bien, quand tu es différent de moi, loin de me léser, au contraire, tu m'enrichis. Donc l'apport des uns, aujourd'hui, on retrouve les grandes théories sénégalaises de notre premier président poète, qu'on voit bien en toile de fond de ces données, ce métissage culturel si cher à Senghor, qui est la conséquence de ce qu'il appelait le forum du donner et du recevoir, où chaque, par exemple, société viendrait avec ses spécificités culturelles et échanger avec des autres, du donner et du recevoir. Tantôt, le musicien que le DJ Médé a repris ce concept-là dans sa langue et c'était très beau. Le donner et le recevoir devient chez Baaba Maal le Rocky Miroka. Donc ce grand festival du Rocky Miroka, du donner et du recevoir, qui est le prélude de ce que Senghor appelle la civilisation de l'universel, où chaque pays s'enrichirait. Donc, je le disais tantôt, le sujet est bien campé, donc c'est autrement dit, donc un développement qui se construit autour d'une double notion, à savoir la notion de besoin, notamment ceux essentiels des populations les plus démunies, dont il convient d'accorder une priorité absolue et la non-réalité des limitations de la capacité de l'environnement de répondre aux besoins du présent et du futur du fait de l'état actuel des technologies et de l'organisation sociale. On voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la culture, si elle est fortifiée, elle devient un médium, au sens latin du terme, un moyen de réponse par rapport aux soubresauts du monde. Je crois que, par exemple, l'on a vu un tout petit peu cette querelle sémantique qu'il y a eu à l'intérieur d'une expression récemment utilisée par nos dirigeants, le terme casus belli, qui signifie cause de guerre. Par exemple, tous les lettrés savent que la célèbre pièce comment il s'appelle, La guerre de Troie n'aura pas lieu, Jean Giraudoux. Voilà, la cause de cette guerre, le casus belli, c'est le rapt de Hélène par Paris. Mais un casus belli veut dire tout simplement un cas de guerre. Et je disais qu'entre autres mots de la même famille, de belli, belli signifie en latin guerre, comme belligérant, voilà, israélien et palestinien, chien et chat. Et belliciste qui aime les histoires, et belligène capable de créer des situations de tension. Donc bellice en français moderne, on se rappelle le texte Sous l'orage, le mouton d'Hyper Barva. L'auteur disait qu'il est belliqueux. Donc belliqueux, moi, histoire. Donc c'est un tout petit peu ça. Et je crois que, pourquoi je narre cet épisode, par exemple, la réponse culturelle est aujourd'hui la réponse que le Sénégal devrait proposer par rapport à la problématique que posent les Occidentaux, leur problématique arc-en-ciel. Nous, on est longtemps arc-en-ciel, mais c'est un arc-en-ciel qui entre dans la logique de Senghor, ou par exemple qui tend vers ce qu'on appelle la civilisation de l'universel. C'est pourquoi je trouve que tout le monde doit revendiquer l'arc-en-ciel, au lieu de le laisser à eux qui veulent se l'approprier. Ils prennent des choses qui appartiennent à tout le monde, ils se l'approprient. L'arc-en-ciel n'appartient pas à eux. Je ne peux même pas prononcer leur nom. Bien. Donc, la problématique qui gère aujourd'hui notre conférence tourne autour de deux termes, c'est-à-dire la culture et, d'une part, le développement durable. Donc, on pourrait dire qu'une tentative, une approche terminologique des termes qui composent notre thème définirait la culture comme étant, par exemple, l'ensemble des différentes manières et des caractéristiques spirituelles, matérielles ou encore intellectuelles ou émotionnelles qui distinguent une société d'une autre. Donc, la culture se fonde sur des particularismes. C'est pourquoi, par exemple, une personne qui ne revendique pas ces particularismes et qui appartient à une mouvance générale, globalisante, perd quelque chose. Car on enrichit toujours les autres de cette différence. Et cette différence, aujourd'hui, c'est votre école
qui s'inscrit dans cette logique, qui est issue de cette fusion de toutes ces écoles du Sénégal qui tournaient autour de la culture, doit fournir, par exemple, des intellectuels et des techniciens capables de matérialiser et d'affûter la culture, en fait d'en faire une arme, car que Mandela a dit que l'instruction est une arme, mais dans l'instruction, il y a la culture. Et on ne voudrait pas d'une culture qui ne prenne pas en charge nos données profondes. Le Sénégal a toujours fonctionné sur cette base de enracinement, ouverture, comme on dit. Et donc, cette école a pour vocation aujourd'hui de sortir, de valoriser, d'ancrer, mais aussi de diffuser pour un partage général de ce qui fait la spécificité culturelle, émotionnelle. Je repasse toujours au point, il dira que l'émotion est nègre de nos cultures. Et c'est tout heureux que j'ai été accueilli par un morceau qui m'est fétiche, voilà, qui s'appelle Weydiour de Youssou Ndour, bien repris par un de vos élèves, ça m'est allé droit au cœur. J'aime beaucoup la musique acoustique, voilà. Donc je disais que, selon la Commission mondiale de l'environnement et le développement durable est un développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Autrement dit, c'est bien résumé dans ce qu'on a dit tantôt, monsieur le modérateur. Comprendre que ce monde-là, nous ne l'avons pas hérité de nos parents, mais nous l'avons emprunté à nos enfants. Il faut qu'on pense à leur héritage et à ce qu'on va leur laisser. Point. C'est autrement dit, un développement qui se construit autour d'une double notion, à savoir la notion de besoin, notamment ceux essentiels des populations les plus démunies, dont il convient d'accorder une priorité absolue, et la notion de réalité, des limitations de la capacité de l'environnement à répondre aux besoins du présent et du futur du fait de l'état actuel des technologies et de l'organisation sociale. Là aussi, les écologistes parlent de pression humaine. Si aujourd'hui, ce que nous prenons est supérieur à ce que nous donnons ou ce qui est disponible, on nous a dit que, selon certains spécialistes, que le monde vit à crédit. C'est-à-dire que nous avons même anticipé sur la propriété des générations futures. Donc il faudrait qu'on ait une culture, c'est-à-dire des ensembles de comportements d'us, usages d'us et de mœurs. Au Sénégal, on a tendance à dire mœurs. En français, on dit mœurs, la brigade des mœurs. Arrêtons de dire mœurs, ce mot n'existe pas en français. On dit les mœurs. Donc, il nous faut développer des mœurs qui prennent en charge ces préoccupations contemporaines pour nous brancher dans les mouvances et les préoccupations du monde contemporain. Ainsi perçu, le développement durable marque une rupture avec d'autres formes de développement sociaux en prenant en charge les données écologiques considérables tant au niveau mondial que local. Explicitement, le développement durable est celui où l'activité économique et le bien-être demeurent essentiels, mais où la santé, l'éducation, la préservation de l'environnement, l'intégrité culturelle le sont tout autant. Ah, j'adore bien ce concept. On a parlé de l'éducation, là aussi on en parle beaucoup. On aurait besoin véritablement d'une proposition de la grille. Moi, je suis spécialiste d'éducation. Il y a une fois où j'ai fait un texte qui était devenu viral, où je disais que voir mes élèves faire une composition me donne de la compassion, surtout pour les plus besogneux, de les voir comme ça plancher pendant 4 heures de temps à réfléchir sur le casus belli de la Deuxième Guerre mondiale et de la querelle entre Mussolini et truc, me fait pitié. J'aurais bien aimé qu'ils s'occupent de problèmes beaucoup plus liés à leur environnement et à leur quotidien. Et j'avais ajouté que j'aurais préféré parler de Moussaka et un peu de Lamartine. Mais j'ai tendance à parler beaucoup de Lamartine en ne connaissant pas Moussaka. C'est vous qui devrez vous en occuper, à nous aider à connaître ce patrimoine, à le rendre accessible, à le rendre académique pour qu'on puisse le partager. Aujourd'hui, c'est un peu la problématique. On a beau le dire, mais l'école sénégalaise telle qu'elle se présente, elle est chronophage et obsolète. Elle dure trop, nos enfants font trop de temps dans l'école. De la 6e à la terminale, on pourrait se marier et avoir 50 enfants. Sans compter maintenant, elle est désadaptée. Souvent, nous fatiguons les enfants avec des diplômes qui ne leur permettent pas de se brancher dans le monde moderne. Il n'est pas rare de voir un de mes copains me dire « T'as vu le vendeur de café Touba là-bas ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Il a un master ». Je lui dis « Il a un master en quoi ?» S'il a un master de quelque chose dont personne n'a besoin, qui va l'insérer? Donc, adaptons l'école à nos réalités en prenant en charge nos évolutions. Donc, et c'est pourquoi, par exemple, vous avez un rôle fondamental à jouer dans ça. Jusqu'ici, le développement tel qu'enclenché dans nos pays, en ne prenant pas en charge ce viatique qui nous est propre, a tendance véritablement à toujours s'engouffrer
dans des voies sans issue. Et nous l'avons vu. Les modèles proposés, les modèles importés, imposés dans nos sociétés, peinent à nous faire sortir de nos problèmes. Au contraire, l'on a même tendance à croire que, comme disait Gaga Blende, fille, bien. Mais bon, c'est un rappeur, c'est un rappeur. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc on a l'impression que rien ne marche parce que très souvent, on ne prend pas en charge cela dont nous parlons. Or, cette spécificité, le développement n'est pas une panacée. Panacée veut dire un remède miracle qui ira à tout le monde, sans tenir compte des spécificités des uns et des autres. Point. Donc c'est manifestement un développement qui s'inscrit dans le cadre d'un processus à long terme et qui tente de concilier 3 éléments majeurs. Et ces 3 éléments majeurs sont entre autres, par exemple, la culture proprement dite, l'endogène, la culture endogène proprement dite, mais aussi les populations, mais aussi les ressources disponibles dans le pays. Point. Donc, entre autres, promotion des artisans et l'artisanat local, les arts et artisanaux locaux, en utilisant des matériaux et des techniques traditionnelles qui peuvent contribuer à la préservation de l'environnement et du développement économique local durable. Ils permettent de valoriser le patrimoine culturel, tout en général des revenus plus communautaires. Regardez à l'école, par exemple. On parle aux élèves du Parnasse, qui est une école poétique française qui met l'accent sur la quête de la beauté qu'il appelle l'esthétique. Mais on peine à voir ça et à le faire comprendre aux élèves. Dire que, ouais, vous voyez, comment il s'appelle, le poète qui défend mieux cette idée, lui qui dit qu'il n'y a vraiment beau que ce qui peut servir à rien, je crois, Gautier. Voilà, on leur dira que Théophile Gautier parle de cette notion d'esthétique et de cette notion de beauté. Et même dans sa terminologie propre à la poésie, le monsieur utilise des mots propres à des techniques artisanales. Sculpte, lime et cisèle. Cette sculpture, c'est qu'on voit chez nous, à travers, par exemple, il y en a aux confins du stade de Guédiawaye, mais aussi en entrant vers Tivaouane, toute cette belle vannerie qu'on voit, qui prend en charge avec des matériaux qui viennent de local, c'est à nous de les valoriser et de les internationaliser. Et on a quelque chose qu'on apporte, comme disait le poète, ce que l'homme noir emporte. Et de l'autre aussi, l'intégration de la culture dans les politiques de développement. Nous l'avons tantôt dit. C'est-à-dire veiller à ce que les aspects culturels, valeurs, savoirs traditionnels, mode de vie, etc., soient pris en charge dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement durable. Là aussi, c'est le point où notre pays souffre le plus. On n'a pas, on a l'impression que d'autres pays sont plus en avance sur nous. Je m'étonne un tout petit peu de voir, par exemple, le Ghana devenir la Mecque, par exemple, de la diaspora. Récemment, qui j'ai vu visiter le Ghana dans les réseaux sociaux, Stevie Wonder. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai vu Stevie Wonder être accueilli au Ghana avec des tambours et autres. Alors que nous logeons l'île, nous étions la porte de sortie de cette diaspora. Mais il n'y a pas eu cette présence des acteurs pour que toute cette diaspora se sente plus au Sénégal qu'au Ghana. Et je crois que même l'épouse de Bob Marley aussi a élu domicile là-bas. Rita Marley vit au Ghana. Donc, et cela mène à ce qu'on appelle le tourisme durable, qui valorise le patrimoine culturel. C'est un ratage. Pourquoi je dis que c'est un ratage? Si on copie les immeubles que les Toubabs ont chez eux, on fait sur le même modèle nos hôtels, mais le tourisme va en pâtir. Qui dit tourisme parle de dépaysement. Voilà, on n'a plus cet aspect. Et que même ce développement durable devrait être pris même dans nos modes d'habitat. Avec le tout béton qui transforme nos villas dans cette canicule, tout le monde a chaud, il n'y a plus cette chaleur humaine et les modes de vie qui sont propres à une culture, ces spécificités sont en train de se perdre vers une toubabisation parce que juste comme nous l'avons tantôt dit, cette politique n'a pas pris en charge ce développement durable. C'est-à-dire en prenant en charge les spécificités culturelles, les modes de vie, d'émotions propres à ce truc. Donc ce tourisme durable, valorisant le patrimoine culturel, et là, des entités comme votre école ont un rôle profond à jouer. Il faudrait même, je crois, que l'école capte même en son sein les écoles d'architecture, pour qu'on aille véritablement vers un style sénégalais internationalisant. On peut le faire et on doit le faire. Point. Donc aussi, on parle de tourisme qui respecte l'environnement et qui met en valeur le patrimoine culturel sénégalais à travers les sites historiques, des festivals. Voilà, il nous en manque beaucoup. Dakar n'a plus de grands rendez-vous culturels.
je ne sais pas, là où habite M. Babacar, il y avait un grand festival qui s'appelle les Banlieues Rythme, mais ça fait presque 15 ans, on ne voit plus Banlieues Rythme. Il n'y a pas ces grands rendez-vous de fusion culturelle au Sénégal. Il y en a, monsieur le modérateur, encore jusqu'à présent? Il y a quelques-uns. Oui, oui. Il faut davantage les revaloriser, et aussi la gastronomie. Et la gastronomie sénégalaise, je vois qu'il y a un ambassadeur, je ne sais pas si vous le suivez sur le net, c'est un fils de l'artiste Mame Diarra, qui chantait Djabal, comme Mame Diarra Gueye, je crois. Le monsieur faisait des clips, il s'appelle Papisnian de Arbi Management. Il est porte-étendard de la gastronomie sénégalaise. Il voyage avec un concept qui s'appelle le Tchéboudian, qui est une spécificité. Et j'ai une anecdote là-dessus avec un ami qui refusait systématiquement d'en prendre quand on était étudiant. Parce que sous prétexte qu'on ne peut pas parler de Tchéboudian en allant prendre ici le tchèb, aller prendre là-bas la sauce, prendre là-bas le bol. Il me dit, boy, on ne mange pas du Tchéboudian, mais nous, on mange du tchèb ak djen. Bon, je ne sais pas où se trouve sa nuance, mais c'est comme ça qu'il le disait. Et je disais que donc, cela peut générer des revenus tout en contribuant à la préservation d'une culture. Une culture, elle est dynamique quand elle est visible. Quand elle est visible, elle est partagée. Et ça, là aussi, il y a du gagné de voir un tout petit peu nos équipes nationales qui l'ont compris depuis qu'elles refusent de porter des blousons de sponsors. C'est l'occasion de s'habiller au Sénégal. On aime beaucoup cette tendance des nouveaux à un peu rompre avec le costume cravate qui rappelle un tout petit peu le célèbre type du poème de David Diop. Vous le connaissez, aux lunettes d'or, susurrant, plastronnant dans les salons. Il parle du renégat, un poème célèbre de David Diop dans son unique recueil, Coup de pilon. Donc il y aura aussi des partenariats entre acteurs culturels et environnementaux. C'est la connexion. Donc, développement durable et culture peuvent aller ensemble grâce à cet encouragement des collaborations entre les institutions culturelles, c'est-à-dire votre école, les musées, les centres culturels et les organisations environnementales pour mener des actions conjointes en faveur du développement durable. Car rappelons-le, ce qu'on se propose sur quoi on peut vivre aujourd'hui sans compromettre le monde de demain qui appartiendra à nos enfants. Donc, en gros, on pourrait dire que la culture peut jouer un rôle essentiel dans la transition vers un développement durable au Sénégal, en valorisant les pratiques traditionnelles, en soutenant les industries culturelles locales, en éduquant les populations et en étant davantage intégrés dans les politiques publiques et des écoles comme celles qui aujourd'hui a organisé cette situation ont un rôle fondamental à jouer dans cela en créant des activités qui seraient nationales, voire internationales. Bien. En attendant des échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Je pense que nous avons tous suivi